Bonsoir à tous. Vous venez de voir ce documentaire Toute solidaire réalisé par Anne Gainsburger à quelques jours du 17 novembre, date anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes qui ont manifesté dans notre région et partout en France. France 3 vous propose ce soir de revenir sur ce mouvement social inédit, hors normes, hors parti politique, hors syndicat. Nous allons débattre donc avec de ses origines, de son évolution et de son avenir avec nos 5 invités ici même. Bonsoir à tous les 5. Mélanie Ngoye-Gaham, tout d'abord, bonsoir. Alors, vous êtes porte-parole des Gilets jaunes réfractaires de la Somme. Face à vous, Geoffrey Denis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un gilet jaune de Valenciennes de 2018 et vous nous direz pourquoi vous tenez à ce que l'on précise cette date. Vous ne faites pas mystère de votre proximité avec les idées défendues par Florian Philippot. 2 élus ici même. Jacques Rabal, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de l'Aisne, du parti présidentiel. Face à vous, Fabien Roussel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français et un universitaire, enfin, pour analyser ce mouvement social et son évolution. Rémi Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Lille, à l'Université de Lille. Merci donc à vous d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, Mélanie Ngoye-Gaham, vous êtes une femme. Que vous évoque ce documentaire? Vous reconnaissez-vous dans ces témoignages de femmes? On a beaucoup de chance dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement social qui n'est pas comme les autres. Les femmes dans ce mouvement ont pris leur place, ont trouvé une place. On a su la prendre, on a su la défendre. Et aujourd'hui, dans les rues, grand nombre de femmes y sont encore présentes. Donc oui, ce reportage est inspirant et je pense que beaucoup de mes camarades vont s'y retrouver. Rémi Lefebvre, on a vu beaucoup de femmes durant ce mouvement, durant une année, durant plusieurs mois. Quel est le rôle qu'elles ont joué ? Alors, je ne sais pas si elles ont joué un rôle spécifique, elles ont été en tout cas présentes dans le mouvement de manière importante. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez inédit, effectivement. Les mouvements sociaux sont plutôt masculins. Il y a une tradition de lutte collective qui est plus forte chez les hommes. C'est un comportement plus masculin, ce type d'action contestataire. Ce qui me semble important, c'est que d'abord, ce mouvement a porté des revendications de femmes, et notamment de familles monoparentales, isolées, qui connaissent aujourd'hui des grandes difficultés. On sait très bien qu'aujourd'hui, la pauvreté des femmes isolées, c'est un vrai phénomène social, et le mouvement des Gilets jaunes a porté cet enjeu. Et puis on a trouvé aussi, ça c'est aussi intéressant, des femmes, et je pense à Jacqueline Moreau ou Priscilla Ludowski, qui ont joué des rôles de premier plan dans ces micro-leaders. C'est une femme qui a lancé le mouvement. Voilà, qui ont porté au départ, qui ont joué un rôle très important. Et donc ça, c'est aussi, en termes d'incarnation du mouvement, c'est aussi assez important. Ça a été un mouvement assez féminisé de ce point de vue-là aussi. Alors Jacques Rabal, parlementaire de La République En Marche, un an après, est-ce que vous reconnaissez avoir été surpris, vous aussi, par l'ampleur de ce mouvement ? Qui ne l'a pas été, au-delà d'une surprise très forte, ce mouvement, quand on est sur le terrain, quand on est dans la ruralité, on sentait ce mécontentement. Après, la façon dont il a émergé d'une manière aussi soudaine, à la suite de la taxation des produits pétroliers, tout ça, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, en tous les cas, on sentait du mécontentement qui date déjà depuis plusieurs années et qui, là, cette étincelle a provoqué ce mouvement. Et moi, j'estime que ce mouvement, on a salué le rôle des femmes, j'y mettrai bien sûr les salariés, les employés, mais je n'oublierai pas non plus les retraités. Il y en a quelques-uns qui sont sur vos photos, qui ont été très présents dans ce mouvement et qui ont impulsé cette dynamique politique autour des femmes seules, aussi autour des retraités. Fabien Roussel, ces femmes seules, pour certaines en tout cas, qui ont témoigné dans le documentaire, vous les avez-vous rencontrées durant cette année ? Oui, bien sûr. Ça ne m'a pas étonné de voir les femmes aussi présentes, parce que d'abord, ce sont celles qui subissent le plus les politiques d'inégalité, les politiques d'austérité de ces dernières années. Ce sont celles qui subissent les inégalités salariales, ce sont celles qui subissent le plus la précarité de l'emploi, le temps partiel imposé. Et donc, il y a beaucoup plus de souffrance et de colère chez ces femmes. Et ça ne m'étonne pas
qu'elles aient été à la tête de ce mouvement dans beaucoup d'endroits. Elles n'ont pas été seules, mais parce que c'est pas la première fois que ça se produit. Et on l'a vu, y compris dans notre bassin minier, dans le Nord-Pas-de-Calais, la grève des mineurs de 41, les femmes étaient à la tête aussi, parce qu'elles voyaient bien qu'elles n'arrivaient pas à donner à manger à la famille avec la maigre quinzaine des mineurs. Et elles étaient là pour se battre. Et donc l'expression de la dignité du combat pour pouvoir vivre dignement, les femmes le portent toujours et beaucoup dans notre région. Donc ça ne m'a pas du tout étonné. Alors Geoffrey Denis, vous êtes un homme, gilet jaune, vous étiez donc du côté de Valenciennes en 2018. Est-ce que vous avez rencontré des femmes? On imagine que oui. Et quelles étaient ces femmes? Alors, moi, ces femmes-là, je les rencontre depuis des années parce que je suis fonctionnaire territorial et je suis un acteur de pompier et je suis un acteur de terrain. Donc ce mal-être et cette revendication qui est née aujourd'hui, j'en suis pas du tout surpris. Ça fait des années que je vois une descente aux enfers de la population à qui je porte. C'est le cœur de votre engagement, m'avez-vous dit. C'est une descente aux enfers de plus en plus profonde pour la population que j'aide au quotidien avec mes collègues. Et du coup, aujourd'hui, ces femmes-là, effectivement, c'est la majorité des personnes qu'on peut retrouver parfois sur intervention. Et donc, je ne suis pas du tout étonné qu'aujourd'hui, elles se soient mobilisées en nombre comme ça sur le terrain. Le 17 novembre prochain, cela fera donc 1 an que le mouvement des Gilets jaunes a vu le jour et perturbé le pays. Les Gilets jaunes ont bloqué, vous l'avez vu, les ronds-points à l'origine de cette grogne sociale. Le carburant trop cher, trop de taxes, le pouvoir d'achat insuffisant, les salaires aussi. Sur les ronds-points, on a vu donc des personnes qui travaillent mais qui ont du mal à finir les fins de mois. Denis Geoffrey, toujours, de quoi vos revendications sont-elles faites? Qu'est-ce que vous souhaitiez à l'époque et aujourd'hui aussi encore peut-être? Alors moi justement, merci d'avoir spécifié de 2018 parce que je me retrouvais beaucoup dans les revendications et dans le mouvement de 2018 et beaucoup moins par la suite. Quand le mouvement a commencé un petit peu à s'essouffler, je me suis dit qu'il fallait donner une réponse sur le champ institutionnel. Et quand on essaie de se structurer, on a eu une déferlante de menaces, d'insultes et tout ça. En fin de compte, on se demandait presque si le mouvement voulait se structurer. Quand on n'est pas content de quelque chose, on s'engage, on remplace. Et ensuite, on met en place. Là, aujourd'hui, on demande à des gens qui sont en place de mettre quelque chose qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis engagé sur le champ institutionnel. Donc j'ai créé une liste dans mon petit village de Marèche de 900 habitants. On en parlera. Et la première chose qu'on va mettre en place, c'est le vote participatif. Eh bien, donc je rejoins le mouvement des Gilets jaunes indirectement. On en parlera donc dans quelques minutes. Mélanie Ngoyegam, c'était un cri de colère né du prix de l'essence trop élevé. Ça donne quoi aujourd'hui? Est-ce que ce cri de colère est toujours présent ou alors est-ce que tout ça, ça fait partie du passé? On est toujours sur les mêmes revendications, rien n'a changé. On combat les injustices sociales, fiscales et climatiques. Rien n'a changé à ce niveau. Cependant, en effet, comme vous le dites, on est 1 an après le 17 novembre, donc nos revendications ont évolué comme le mouvement a évolué. On ne veut pas s'organiser, ben peut-être qu'on n'a pas envie de ressembler au gouvernement, peut-être qu'on a envie d'être encore libre, et peut-être que ce mouvement, il est indépendant de toutes les volontés qu'on voudrait nous mettre. Aujourd'hui, on essaye, on construit, on avance, et on crie notre rage, même si on a évolué. Par exemple, sur les violences policières. Beaucoup de mes camarades n'étaient pas au fait des violences policières. Beaucoup ne savaient même pas ce qu'était un LBD, ce qu'était un flashball à l'époque. Et penser que dans nos cités, quand nos jeunes hurlaient parce que... Pas qu'ils hurlaient, mais qui revendiquaient le fait qu'ils sont malmenés par la police, beaucoup de Français ne savaient pas. Aujourd'hui, ils savent, grâce au mouvement des Gilets jaunes. Donc nos revendications ont évolué, certes. Nous avons rajouté les violences policières, mais par état de fait. C'est bien, ils ont évolué, mais on n'a déjà pas répondu aux premières revendications. C'était le mieux vivre. Déjà, on n'a même pas encore répondu à cette première question. On n'a même pas encore répondu à la première question de la démocratie, qu'on a déjà rajouté d'autres choses. Et donc, il aurait fallu se structurer pour remplacer des gens qui ne conviennent plus, pour mettre d'autres personnes. Parce que si ces gens qui sont en place ne conviennent pas, parce qu'on ne les trouve pas intègres, parce qu'elles pensent d'abord à eux avant de penser aux autres, il aurait fallu du coup les remplacer. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, on se structure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes là, vous représentez une partie des femmes de votre arrondissement. Donc vous êtes bien structuré, vous avez bien élu quelqu'un pour venir discuter aujourd'hui sur le plateau. Pourquoi ne pas le faire sur le champ institutionnel alors dans ce cas-là? Alors, vous parlez d'institutions, c'est ce qu'on combat.
Pourquoi on rentrerait dans une Qu'est-ce institution que alors vous que c'est ce qu'on proposez alors combat? Qu'est-ce que vous proposez pour changer ça alors? Personnellement, moi, Mélanie, je ne vous propose rien, monsieur. En Voilà, tout cas, c'est pour ça qu'on en est et aujourd'hui c'est pour au ça que bout vous d'un me an, coupez la parce qu'on ne parole propose également. rien. Alors, Rémi Lefebvre, vous regardez, vous écoutez attentivement. C'est un débat comme- passionnant. Alors donc, C'est les quelle est la contradictions des difficulté Gilets jaunes. finalement? C'est les contradictions sur quel point? C'est un mouvement qui au départ était destituant. En fait, c'est un mouvement qui était contestataire, qui visait à réagir. Alors au départ par rapport à une mesure, puis après par rapport à qui a développé un programme beaucoup plus large, mais hétérogène, très compliqué parce qu'il n'y a jamais eu un programme des Gilets jaunes. Il y a eu plusieurs programmes et donc c'est très difficile d'analyser ce mouvement parce qu'il est insaisissable, il est difficile à objectiver, à cerner. Mais très très vite, il y a eu deux stratégies. Il y a une stratégie qui est une stratégie conventionnelle, c'est-à-dire on joue le jeu des élections, mais au risque de reproduire les mêmes erreurs que les autres. C'est-à-dire il y a une partie des Gilets jaunes qui pensent que le vote, tout ça, ça ne peut plus marcher. C'est une machine à trahir. Et qu'en gros, ils rejettent le mécanisme de la Donc démocratie. impossible de représentative. s'organiser. de se Et puis structurer. après, une logique une logique électorale et une logique plus contestataire, mais du coup qui débouche sur pas grand-chose, qui a essoufflé le mouvement. Donc là, on est face à un mouvement qui, du coup, n'a pas joué la carte de l'élection parce que ça n'a pas marché, qui ne joue pas vraiment non plus l'autre carte, et donc, du coup, qui est resté un peu au milieu du gué. Mais en tout cas, qui montre qu'il y a une partie de l'opinion qui aspire à C'est une un crise changement de conf- règles. C'est une crise de Mais confiance. qui ne veut plus la représentation comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire centrée sur l'élection. Voilà. Fabien Roussel, est-ce que les causes du malaise social dont vous parliez tout à l'heure, donc sont-elles réglées par les décisions prises par le gouvernement? Je vous laisse la parole. Et ensuite, évidemment, Jacques Rabal, parlementaire de La République En Marche, s'exprimera là-dessus aussi. Non, clairement non. C'est-à-dire Et d'ailleurs, à tel point que la colère n'est pas retombée, ni les propositions de s'en sortir. Et pas seulement portées par le mouvement des Gilets jaunes, qui d'ailleurs s'est réuni ce week-end. Il y a eu l'Assemblée des assemblées et ils appellent à manifester, bon d'abord le 17 novembre prochain, mais en tout cas le 5 décembre pour des services publics efficaces et humains, contre la réforme des retraites. Donc il y a une convergence quand même de tous ceux qui aujourd'hui demandent à être entendus, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient cheminots, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient de la justice. Tous ceux qui subissent les réformes mises en œuvre par ce gouvernement ou ceux qui attendaient que ça change, parce que ça fait depuis plusieurs années que ça ne va pas, et qui avaient de l'espoir dans le changement avec ce gouvernement, et dont les espoirs sont douchés, voire déçus, eh bien c'est ça qui existe encore aujourd'hui et qui demande à être entendu. Tout simplement d'être entendu. Or, les mesures qui sont même intégrées dans le budget que nous étudions actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour le budget 2020, pour l'année prochaine, il n'y a pas dedans les mesures attendues par toutes ces professions, tous ces salariés, tous les retraités, tous ceux qui demandent tout simplement à vivre dignement de leur travail. On va laisser répondre Jacques Rabal. 17 milliards qu'a concédé Emmanuel Macron. Est-ce que on va y revenir. Si on, je pense qu'on va y revenir. Mais le débat auquel nous invités n'est pas un débat qui doit se circonscrire aux Gilets jaunes. On a bien vu, il y a des perceptions différentes. C'est un débat qui est éminemment politique. Mais c'est un débat qui est éminemment politique au sens de quelle société on veut. C'est le message qui a été porté par les Gilets jaunes. Tout du moins, moi, ce que j'en ai perçu. C'est d'une part, et vous l'avez dit, madame, une autre perception par rapport au fonctionnement de la planète, mais aussi plus d'humanisme. Et donc, ce sont ces deux enjeux qui doivent aujourd'hui nourrir notre réflexion, sans pour autant mettre de côté. Tout n'a pas changé, il y a eu des maladresses qui ont été faites, mais le mouvement des Gilets jaunes a entraîné quand même une prise de conscience politique que moi j'ai toujours eue. Je suis issu d'un milieu ouvrier et je porte ces revendications. Et donc, aujourd'hui, moi je pense que c'est comment on va construire cette société dans laquelle on va entendre, vous avez posé la problématique de la démocratie, la problématique de la violence. Comment nous allons... Du pouvoir d'achat, Jacques Rabal, ce sont les revendications même si vous avez dit 17 milliards, personne ne peut nier cette volonté qui s'est exprimée,
qui est certes insuffisante. Au-delà- Moi, je le vois tous les jours. C'est bien insuffisant, mais on ne peut pas, en 2 ans et demi, répondre aux problématiques des hôpitaux, répondre aux problématiques des pompiers. Mais Monsieur Krabal, ça fait des mandats et des mandats, mais tout le monde se rejette Bah la oui. balle. C'est Ça pas fait- moi, c'est celui d'avant. Non, c'est non, pas moi, attendez. c'est celui d'avant. Moi, je Aujourd'hui, vous rejette êtes sur élu, personne. hein. Je Non, dis mais que si. ça ne date pas de 2 ans et demi. Donc c'est exactement ce que vous dites. Ça ne date pas de 2 ans et demi. Et maintenant, c'est comment, ensemble, on peut construire une société qui va dans ces deux perspectives. c'est ça qu'on Parce aurait qu'il aimé faut changer de ensemble, parce qu'aujourd'hui, il on faut est pas changer de ensemble. paradigme. Aujourd'hui, Et là, on quand peut vient pas. créer notre mécontentement. Bien, je l'entends, parce que moi, les je gens l'entends. Les gens qui donnent l'ordre Je de cette l'entends. violence-là, c'est bien des gens de votre parti politique qui appuient sur le bouton pour créer ces violences. C'est pas moi, c'est pas Monsieur Roussel, c'est bien les gens de votre parti politique. Donc déjà, vous n'acceptez pas. C'est écrit en grand sur les pancartes ce qu'on veut. On vous a dit ce qu'on Oui, le Est-ce que RIC, vous j'ai souhaitiez entendu que vous le n'étiez rappeler, pas le d'accord. Voilà. Mais pas Vous n'êtes seulement pas le RIC. d'accord. Vous vouliez une Donc, démocratie et la participative, violence, et moi je vous de régler rejoins. de régler Mais la violence, on va en c'est bien parler. votre parti qui On va appuie sur le en bouton. on va en parler. Non, mais- Les grenades, De désencerclement. Oui, de désencerclement, Avant de- les balles, avant- tout ça, on peut en parler. C'est exactement les mêmes méthodes qu'au moment de Jacques mai Raval, 68. avant d'apporter Moi, je la- suis d'accord pour qu'on puisse, au profit, je dis au profit, c'est maladroit de ma part, compte tenu des 20 morts qu'il y a eu autour des giratoires, compte tenu des 2000 morts avec des bras en moins, tout ça, compte tenu des blessures aussi des CRS, des policiers, des gendarmes, qu'on doit regarder, c'est comment on peut bâtir une société beaucoup plus apaisée, où la revendication est entendue. Dans Ben- le projet de budget que nous étudions à l'Assemblée nationale, pourquoi y a-t-il encore des cadeaux maintenus aux plus riches et aux multinationales, alors que nous devrions faire l'inverse, c'est faire agir la solidarité pour que les plus riches apportent leur contribution Mais je vous attends et que l'on augmente les salaires, sûr. les pensions et que l'on ait des services publics qui fonctionnent dans les grandes villes comme à la C'est campagne. pas assez, mais Ça a les été- salaires et les ça a pensions, été mon cher demandé. collègue, ont été augmentés, Mais- pas assez. Mais que pas dalle, assez. arrêtez. Mais bien sûr non, que on si. peut pas dire ça. Ça reste en dessous du seuil de pauvreté à tel point que l'INSEE vient d'annoncer que pour la première fois depuis plusieurs années, la pauvreté a encore augmenté dans notre pays de 400 000 personnes. Regardez de ce qui a plus. été fait depuis 14 000 personnes de plus. Ça fait 14,6% de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Regardez, y le compris chômage a des baissé, retraités, les des ouvriers, entreprises des investissent. étudiants. On va- Là, s'il vous c'est plaît, très bon. s'il vous Le plaît, chômage s'il vous plaît, investi. Mélanie. Le on chômage va- a baissé parce le qu'on fait chômage faire a des baissé. stages aux gens qui ne sont pas rémunérés et pendant qu'ils sont en Non. stage, ils ne sont On pas. ne tout à peut fait. Et pas à quel regarder moment- l'avenir. et à quel moment vous pardonnez-moi faites- de le dire, on ne Ouais. peut pas regarder l'avenir avec les vieilles lunes d'hier. Vous avez raison. Jacques- À quel moment vous faites Moi, les je comprends statistiques pour qu'il y ait le l'ISF, chômage c'est pas Mais une on vieille peut lune. pas. L'ISF, c'est pas une Attendez. vieille lune, c'était une des revendications premières que Regardez, tout le monde a mon relayé cher dans les collègue, grands débats moi, de je vous M. invite Macron. à regarder, l'ISF a été instauré par un gouvernement socialo-communiste. Est-ce qu'on a à fait. éradiqué la pauvreté? Est-ce qu'on a éradiqué la il y en pauvreté? avait combien à Est-ce l'époque qu'on par a- rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'on a Il y avait combien de fait chômeurs reculer à le l'époque par chômeur? rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait Moitié moins. reculer le chômage? Donc, moi, je pense que ce débat est pas intéressant. C'est regarder comment, ensemble, Écoutez, on peut va construire poser- cette Très bien, société. Jacques Rabal, s'il vous plaît. Donc sur le détail, on va dire, des propositions faites par votre gouvernement, celui donc d'Emmanuel Macron, on va donc poser la question à une gilet jaune qui est encore sur le terrain, sur les ronds-points, et qui Mélanie Goyer-Gaham. Est-ce que parmi toutes les propositions faites par le gouvernement, donc il y a de ça quelques mois, est-ce que tout cela est suffisant pour vous et pour les autres gilets jaunes en ce qui concerne, on va dire, la vie trop chère, les salaires insuffisants, le pouvoir d'achat insuffisant, les taxes, l'essence, tout ce qui touche votre quotidien? Si ça avait suffi, on serait plus dans la rue. On a la prime Macron. Alors déjà, on l'appelle la prime Macron, et ça, c'est du vol. C'est pas Monsieur Macron qui était dans la rue pour demander une prime, c'est bien les gilets jaunes. Donc quand ce monsieur fait appeler cette prime la prime Macron, déjà, il nous spolie. Et on aurait dû l'appeler la prime gilet jaune pour que les salariés qui ont eu le droit à cette prime puissent au moins savoir grâce à qui ils ont eu cette prime. On a eu la revalorisation de 100 euros sur la prime d'activité, qui touche un smicard sur 4. Je suis smicard, je n'y ai pas le droit à cette prime d'activité. Voilà ce qu'on a eu. On a eu un retour en arrière sur la CSG. Très bien, c'était un retour en arrière. On demandait plus pour nos retraités. Aujourd'hui, moi, je suis travailleuse sociale, donc je peux vous parler des catégories des personnes les plus fragiles, que j'accompagne également, monsieur, lors de mon métier. Et je les accompagne aussi bien au domicile que sur leurs revenus. L'accompagnement est assez complet. Ce matin même, une de mes adhérentes est venue me voir en me disant qu'au vu de la revalorisation, de la perte
du recalcul du chômage, elle ne touchera plus que 600 € avec 2 enfants. Ça va être très compliqué pour elle de trouver une solution pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. C'est des lois injustes et des réformes injustes. On aurait voulu que vous remettiez l'ISF, ne serait-ce que pour dire, ben voilà, on vous a entendu. Tout le monde paye. Et de ce fait, on vous a entendu. Quand M. Macron prend la parole le 10 décembre, il la prend trop tard. Le trop tard, Rémi Lefebvre, est-ce que ce mouvement qui était centré davantage sur l'injustice sociale, qui touche-t-il particulièrement ? Ce sont, on va dire, des femmes, des hommes qui tout de même travaillent et qui ne s'en sortent pas. Oui, c'est un mouvement très hétérogène. Donc globalement, c'est ce qu'on va appeler la France périphérique, même si j'aime pas trop cette expression, plutôt la France périurbaine, pas celle des grandes métropoles, hein, même s'il y a des grandes métropoles, par exemple comme Bordeaux ou Toulouse, qui se sont beaucoup mobilisées, mais plutôt la France des villes moyennes, du rural, hein, du semi-rural. Et du point de vue sociologique, c'est pas les plus pauvres de la société qui se sont mobilisés. Hein. Par exemple, la France très paupérisée des quartiers, qu'on appelle la France des quartiers, n'a pas du tout pris part aux Gilets jaunes, ou très très peu. C'est plutôt ce qu'on va appeler les petits moyens, c'est-à-dire les classes moyennes inférieures ou les catégories populaires supérieures. Mais ça, c'est vraiment globalement une photographie d'ensemble, parce qu'on va trouver, par exemple, chez les Gilets jaunes, des petits patrons, on va trouver des fonctionnaires, on va trouver parfois des cadres qui ont aussi. tape à longueur de temps. Les classes moyennes, c'est un mouvement. Par exemple, ce qui est intéressant, moi, ce que j'observe en tant que sociologue, c'est que c'est un mouvement qui ne s'est pas attaqué aux patrons. Par exemple, le MEDEF a été protégé très largement à Paris, il n'y a pas eu de dégradation, parce qu'il y a aussi une volonté de faire consensus chez les Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a cette idée que le peuple aurait des intérêts assez homogènes et il ne faut pas trop fracturer. Mais du coup, ça pose des contradictions. Un mouvement qui a tout de même du mal, on l'a vu pour les élections européennes et bientôt pour les municipales, donc à se structurer. Oui, parce qu'en fait, il a du mal à se mettre d'accord autour de... c'est un mouvement qui est contre les politiques libérales qui ont été menées ces dernières années. Et très clairement, objectivement, on peut dire que ces politiques libérales, les gouvernements Macron renforcent ces politiques, hein, c'est très clair. L'agenda des Gilets jaunes, c'est un agenda de redistribution sociale, et on ne peut pas dire du tout que la politique est menée par le gouvernement depuis 2 ans aille dans le sens de la redistribution sociale. Donc là, je vois qu'il y a des sensibilités politiques différentes autour de la table. Il y a globalement l'idée que Emmanuel Macron ne va pas dans le sens des revendications des Gilets jaunes. Ça, c'est assez clair. Hein. On peut le dire objectivement. La politique de ruissellement autour des métropoles, c'est pas du tout les Gilets jaunes. Ça, c'est clair. Alors, ce mouvement social a aussi été marqué par des scènes de violence. Y a-t-il eu de la violence policière, de la violence générée par les Gilets jaunes plus radicaux parmi les manifestants? Denis Geoffrey, quels sont les moments pour vous les plus marquants durant cette année? Eh ben, il y en a eu 2 pour moi. Donc 2018, hein, où je me suis pas mal fait gazer, où on est tombé sur une souricière à la place de l'Étoile. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On nous a fait rentrer sur la place de l'Étoile. On a fermé l'ensemble des rues qu'il y avait tout autour. Il était impossible pour nous de sortir de là. Et on a commencé à nous gazer. Et à ce moment-là, tout à l'heure, je vous parlais de l'intégrité des médias. Seulement au moment où c'était après qu'on soit fait gazer, où les gens ont eu ras-le-bol de se faire gazer, où la tension est montée, où on a commencé à jeter du pavé ou des choses comme ça, les médias arrivent. Et là, d'un seul coup, les Gilets jaunes agressent la police. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, la deuxième, là dernièrement avec mes collègues, on était manifestés à Paris, où on a fait monter, une fois de plus, le gouvernement en place a appuyé sur le bouton et a mis face à face 2 populations respectées par l'ensemble des Français. On a vu les pompiers et la police. Cette image voilà, donc je suis allé deuxième fois, je suis allé me faire gazer une 2e fois. Donc pour moi, c'est mes 2 événements marquants de l'année. Fabien Roussel, vous souhaitiez réagir? Oui, parce que j'ai vécu les mêmes choses, les mêmes scènes, la souricière, la stratégie de la matraque, et dernièrement, Vous étiez aux côtés des manifestants. Le 15 octobre dernier, j'étais avec les pompiers devant l'Assemblée nationale, et on nous a nassés sur le pont, entre 2 cordons de CRS, et puis canon à eau, et lacrymogène et matraque, alors que les pompiers, depuis 3 mois, avaient annoncé cette manifestation nationale pour demander à être respectés avec des revendications très précises, et demander à être reçus par le ministre de l'Intérieur. Ils ne sont pas reçus, et ils sont reçus par contre par la matraque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle des pompiers pour dire que c'est un climat général. Ce qu'ont vécu les Gilets jaunes, un tas de professions l'ont vécu. Les retraités qui ont dénoncé la hausse de la CSG, ils ont manifesté dès le 1er janvier contre cette hausse, de 1er janvier 2018 contre cette hausse de la CSG. Et les Gilets jaunes, c'est au mois de novembre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a un problème d'écoute
de la part de ce gouvernement. Ils ont les deux oreilles bouchées, et la gauche et la droite. Ils n'ont respecté aucun des mouvements sociaux qui s'est exprimé. Même les cheminots, quand ils manifestent pendant 3 mois contre la privatisation de la SNCF, avec des manifestations déclarées, des préavis de grève, tout bien comme il faut, rien. Jacques Rabal. Rien. De fait, quand ils font par contre un droit de retrait, et puis que ils prennent en otage, etc. On les montre du doigt et on ratisse vers le bas. Général. Jacques Rabal, on va laisser répondre Jacques Rabal. Ça va, Je vous en ça va prie, allez continuer de changer. déplaire, mais on ne peut pas changer en 2 ans le fonctionnement de cette Dans société. 5 ans, vous direz la même. Eh bien, je vous dirai pas la même. Je vous dirai pas la même. Qu'on fasse le point, qu'on retrouve la confiance, qu'on bâtisse quelque chose. Par rapport à ce qui s'est exprimé, je voudrais dire, on peut pas balayer d'un revers de la main le PLF 2020, avec les baisses d'impôts aux classes moyennes. On ne peut pas balayer d'un revers de la main la taxe d'habitation. Tout ça, on va nous dire, c'est rien, c'est de la poudre aux yeux. Pourtant, ce sont des réalités. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait avant? Donc ça, c'est le premier point. Concernant la violence, je vous l'ai dit, moi, on est confronté à certaines fois, et ça l'a été, et s'il y a eu des débordements de la part des policiers et des gendarmes, eh bien, la justice est saisie d'un certain nombre de cas, comme le vôtre, madame. Et il y a Souvent classé sans suite, d'ailleurs. oui, excès d'ordre, mais il y a aussi l'excès de désordre. Et donc, comment on fait pour bâtir une société où il n'y a pas ces affrontements? C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, il est grand temps, parce que c'est pas bon signe dans une société comme la nôtre de voir toute cette violence, pas seulement celle des Gilets jaunes, même si on peut se rappeler de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. À chaque fois qu'il y a une manifestation en France, la violence est présente. Et ça, c'est complètement inacceptable. Il faut qu'on bâtisse une autre façon de pouvoir de faire entendre, mais de faire aboutir également des légitimes revendications. Et donc, moi, j'appelle tout le monde à vouloir réfléchir Il n'y a pas eu de violence avec les manifs des cheminots? Et les retraités qui ont manifesté du 1er janvier 2018, ils n'ont jamais manifesté dans la C'est tant mieux. Et bien, pourvu que mais ça ils n'ont continue. jamais été entendus. Mais si la preuve sur la CSG, Ils n'ont jamais entendu. la preuve que Non, si, mais alors, sur sur la CSG des retraités, non. Les Gilets jaunes qui l'ont contribué. Mais vous n'avez pas été le seul. Moi aussi, j'ai revendiqué auprès du Premier ministre, lui faire part de tout ce qui était de me remonter sur le terrain, monsieur Roussel. Il faut être juste sur la CSG des retraités. Vous l'avez augmenté. Vous leur avez pris 4,5 milliards. Vous avez redescendu pour ceux qui touchent moins de 2 000 € de pension, mais vous n'avez pas rendu les 4,5 milliards qu'on leur a pris. Est-ce que, Jacques Rabal, est-ce que vous estimez, Jacques Rabal, avec la taxe, s'il vous plaît, juste un instant, est-ce que vous estimez que toutes ces mesures, dans ce cas, sont suffisantes pour l'ensemble des Gilets jaunes? Mais madame, je vous y ai déjà répondu. Oui. Compte tenu de là où on part, eh bien, évidemment, il faudrait faire plus. Et je crois, en cet acte 2 du mandat, du quinquennat, avec ce qui a été fait pendant la première partie, et ce n'est pas du discours, c'est une réalité, même si on a du mal à l'entendre, les entreprises investissent, et je souhaite que ce deuxième acte du mandat d'Emmanuel Macron puisse permettre de répondre davantage. Et donc, c'est vraiment mon engagement à moi. Alors, on va poursuivre avec Mélanie Ngoyegam. Alors, vous-même, vous aviez manifesté le 20 avril dernier à Paris, lors de l'acte 23. Vous défiliez dans le 10e arrondissement, avez reçu des coups à la nuque par un CRS qui menait une charge. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, mon avocat, Maître Halimi, m'a porté partie civile, m'a constitué partie civile. J'ai toujours pas de nouvelles, mais je vais répondre un peu à ce niveau-là. On se prend une double peine. On se prend le coup et après on se prend les discours insolents, nauséabonds de notre ministre qui nous dit qu'il n'y a pas de violence policière, de la directrice de l'IGPN qui nous dit qu'il n'y a pas de violence policière. La violence policière, je l'ai reçue, je l'ai prise, mais c'est rien comparé à mes camarades. Et pourtant, vous continuez donc à vous mobiliser. Et alors, ce CRS m'a mis un genou à terre, il ne me mettra pas le deuxième. Et quand bien même j'aurais eu le deuxième genou à terre, je me relèverai et j'irai parce que la cause est belle, la cause est juste et la cause est noble. Et qu'aujourd'hui, si on se bat, c'est pas pour nous. Si on se bat, c'est pour arrêter cette inégalité, cette injustice c'est viscéral maintenant. 1 an après, c'est dans nos viscères. On ne peut plus partir de ce mouvement.
Rémi Lefebvre, que peut-on dire de ce mouvement et de la violence qui, par moment, le caractérise? Oui, il y a eu de la violence, mais alors, moi je voudrais revenir sur les violences policières, parce que le déni des violences policières est un phénomène quand même assez stupéfiant. Quand on entend Christophe Castaner qui nie la violence policière que nous avons tous observée, avec les réseaux sociaux, avec les caméras, on a eu des scènes quand même extraordinaires. On a une espèce là de doctrine aujourd'hui de maintien de l'ordre qui est totalement disproportionnée. Le maintien de l'ordre en France, c'est le plus sévère en Europe. On voit bien que ça produit d'ailleurs une surenchère dans la violence. En Allemagne, ils ont une autre théorie, ils n'ont pas du tout la même doctrine lors des manifestations. Les manifestations sont moins violentes. Alors, je ne nie pas une partie de radicalisation des manifestations Gilets jaunes, c'est incontestable. Mais là, très clairement, à partir de fin décembre dernier, il y a une stratégie de l'exécutif qui a été de criminaliser le mouvement social. C'est-à-dire de dissuader les gens d'aller en manifestation parce qu'à un moment donné, le pouvoir a été complètement débordé. On se souvient des scènes. On a l'impression en fin décembre dernier que le gouvernement ne contrôle plus rien. Et là, très clairement, la stratégie qui a été assez payante, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller manifester. Il y a eu aussi des ronds-points qui ont été saccagés, etc. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que l'exécutif change sa doctrine de maintien de l'ordre. Il n'y a pas vraiment il ne bouge pas là-dessus. Aujourd'hui et demain, où en sommes-nous de ce mouvement? Où en êtes-vous de ce mouvement? Est-il en train de s'éroder? Est-il en train de redémarrer? Mélanie Gaham-Goyer. Depuis le mois de janvier, on attend que notre mouvement s'essouffle. Au jour d'aujourd'hui, on est toujours là. Alors, il s'essouffle peut-être parce que, comme vous le dites, un éborgné, c'est 1000 personnes qui ne viennent plus en manif. C'est un chiffre que des collectifs ont avancé et j'y crois. Et moi, je ne pense pas que c'est 1000, je pense que c'est plutôt 2000 personnes. Quand la vidéo de mon agression a tourné, elle a fait 1 200 000 vues. Cette vidéo est violente car je suis en train de marcher, je suis de dos et j'ai les bras levés et je me prends un coup de matraque dans la nuque qui me met KO net. Donc forcément, les gens n'ont pas envie de se faire massacrer. C'est pas pour ça qu'on va en manif. En tout cas, ça continue par-ci, par-là. On a vu dans la Somme à Amiens, durant le mois d'octobre, une manifestation redémarrée que vous aviez organisée, et donc des débordements. Est-ce que, Fabien Roussel, les anciens Gilets jaunes, qui peut-être vous ont-ils rejoint, les partis politiques traditionnels ? Je vais pas dire. En fait, les Gilets jaunes, c'est vraiment, comme ça a été dit au début, un mouvement divers d'hommes et de femmes qui ont des convictions différentes et qui se sont retrouvés à un moment donné et dont les revendications se sont élargies. Certains ont fait le choix de s'engager politiquement et même de s'engager électoralement, d'autres non. Et donc, on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Ça a été tellement divers, diffus. Comment voyez-vous la suite ? Ils ont été dans plusieurs forces politiques et certains revendiquent de n'appartenir à aucune force politique et de rester juste un mouvement social qui ne veut pas s'afficher politiquement. Je respecte totalement ça. Comme des syndicats. Il y a des syndicats qui disent, nous, on est syndicats et on ne fait pas de politique. Je pense qu'il faut respecter. Il faut le respecter pleinement. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, il y a là, je ressens en ce moment un malaise social qui commence à s'exprimer plus fortement et des jonctions qui s'opèrent entre les infirmiers, le monde de la santé. Enfin, ça fait 4 mois qu'ils demandent des moyens pour les services des urgences. Bon, il y a le monde de la santé. Il y a les cheminots qui commencent à relever la tête après le mouvement qu'ils ont mené et où ils ont été totalement méprisés. Les Gilets jaunes. La convergence des luttes dont tout le monde parle depuis plusieurs mois. Ça commence. Donc moi, j'attends de voir ce que vont donner ces journées de mobilisation à partir du 5. J'espère que la mobilisation sera la plus large, la plus pacifique, la plus familiale et la plus forte possible, parce qu'il faudra qu'on en arrive là pour être enfin entendu. Denis Geoffrey, que sont devenus les Gilets jaunes que vous fréquentiez, en tout cas du côté de Valenciennes? Je ne suis pas intervenu, mais je voudrais juste revenir sur quelque chose. Quand il faut taper sur quelqu'un, en ce moment, on tape beaucoup sur les fonctionnaires. C'est la bête à abattre, c'est l'homme à abattre. Et ce qui nous énerve, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que les gens qui prennent des décisions et qui nous montrent du doigt, qui montrent les fonctionnaires du doigt, c'est les gens comme vous, monsieur Krabal. C'est des gens qui on appelle le mauvais élève de la Picardie, qui n'a été sur les 12 derniers mois que 25 semaines présents dans l'hémicycle. Quand vous partirez en retraite, vous toucherez l'ensemble de votre retraite. Moi, si je bosse à 50%, je ne toucherai pas l'ensemble de ma retraite. Je ne suis même pas sûr qu'on me garde. Donc aujourd'hui, c'est cette injustice-là qui m'énerve. Vous voyez ? Quand on parlait tout à l'heure des 100 €, il a fallu 1 an et encore tout le monde ne touche pas. Vous êtes augmenté de 300 € votre prime de logement. Ça n'a pas pris, et ça a pris 2 ans,
Là, d'un seul coup, ça peut aller très vite. Donc, une fois de plus, pour les gens qui décident pour eux, ça va toujours très vite. Quand il faut décider pour les riches, ça va toujours très vite. Quand il faut décider pour les gilets jaunes, pour les gens qui ne finissent pas leur fin de mois, c'est bizarre, ça met beaucoup. On va évidemment beaucoup de temps. laisser Jacques Rabal répondre. Cet antiparlementarisme primaire, on a l'habitude par les temps qui courent. Surtout, Je ne l'ai pas inventé, il suffit d'aller sur le Sénat. Quelqu'un qui se situe à l'extrême droite. L'Assemblée J'entends. nationale. Alors là, je vous arrête tout de suite, je suis jeune et citoyen, monsieur. Écoutez, et l'extrême droite... Vous m'avez interpellé. Oui, mais je ne peux pas vous laisser dire de fausses choses. Si je suis moins présent à l'Assemblée nationale, regardez ma présence au cours du premier mandat. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités de la francophonie, tout en étant présent en commission. J'interviens rarement dans l'hémicycle parce que c'est ce qui compte. Je vous inviterai tout à l'heure, on vous donnera tous les éléments qui montrent mon activité de parlementaire. Monsieur, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je suis un parlementaire qui fait son travail largement, que ce soit sur le terrain, au niveau de la francophonie qui est maintenant reconnue. Le château François Ier en Picardie, ça va être une action très forte. Et je suis les choses du terrain. C'est vrai. Regardez bien ce qui se passe quand j'ai été élu. Et ça, je ne peux pas l'accepter, surtout de la part de quelqu'un qui vous ne avez sait pas ce que raison, d'ailleurs, Donc, vous en inquiétez ce qui tellement de la concerne- population qu'au en ce moment qui du vote concerne- pour le glyphosate, vous n'étiez même pas dans l'hémicycle. En Le ce qui glyphosate, ça concerne- n'est pas l'objet Oui, du non, débat. mais ça fait rien, Ça n'est pas monsieur. l'objet du débat. Ça fait rien, Vous avez monsieur. raison, vous avez une raison C'est pas vous. J'ai été réélu pendant 5 Ah, ça y est, mandats on en l'a tant touché, que on l'a maire, touché, et on voilà. verra quand vous y serez au moins une fois, avec le soutien de la population. Je serai certainement dire- plus présent que vous, c'est sûr. Oui, mais la va- présence, monsieur, je n'ai pas de sens. Parce que j'ai pu lire que c'est un peu facile. on va S'il vous plaît. reprocher à quelqu'un S'il vous de ne plaît. pas être sur un rond-point, mais on ne lui reprochera pas d'être dans l'hémicycle. Vous inquiétez pas, pour venir faire l'inauguration d'un rond-point, on n'a pas besoin d'un député, il y a des maires qui font ça très bien, et votre place J'ai elle est été plutôt dans pendant 5 l'hémicycle mandats, que dans le de la mairie. je vous souhaite le même mal. J'ai été pendant 5 mandats et vous verrez. Très bien, on va donc poursuivre, s'il vous plaît. Tout est réuni, Rémi Lefebvre, pour que ce mouvement reprenne, ou bien non. Emmanuel Macron a évoqué il y a quelques jours qu'il redoutait que ce mouvement reprenne, en tout cas qu'il n'était pas complètement amorphe. Qu'est-ce que vous dites? S'il peut renaître, ce serait sous quelle forme? Alors, les conditions sociales qui ont expliqué l'émergence du mouvement sont aujourd'hui toujours réunies. Ça, c'est clair. Dire concrètement, les problèmes de fracture territoriale, de services publics, de pouvoir d'achat, les réponses qui ont été apportées, bon, il y en a eu. Il faut quand même rappeler aussi que les Gilets jaunes ont obtenu quand même que le gouvernement cède. Ça c'est quand même... alors, je sais pas, il a sans doute pas... Mais pour la première, c'est une victoire quand même que des mouvements sociaux n'avaient pas eu. Alors, attention, c'est pas du tout satisfaisant. Et je suis pas sûr du tout que la trajectoire gouvernementale ait été vraiment infléchie par le mouvement. Mais il y a eu il y a eu de gains de cause d'un certain point de vue. Mais les problèmes restent entiers. Et aujourd'hui, on a objectivement un essoufflement du mouvement. C'est évident. Aujourd'hui, il y a plus beaucoup de ronds-points. Il y a encore des manifestations. Mais à mon avis, c'est une structure du mouvement qui est dormante, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement peut repartir. Il y a des habitudes qui ont été prises. Il y a des gens qui n'étaient pas politisés, qui se sont politisés. Le terrain est inflammable. Par exemple, vous-même, vous êtes politisé, mais en dehors des Gilets jaunes. Vous allez donc oui, parce être que tête ce de liste, mouvement, lors des municipales, il mais était sans apolitique. l'étiquette Donc Gilets jaunes. Pourquoi? j'ai respecté ça. Ce mouvement, il est apolitique, d'accord. Donc je peux pas aujourd'hui dire, je vais me présenter dans une. En plus, Dans le Valenciennes. on est dans un monde rural. Partisan plus qu'à politique, moi je dirais. Plutôt partisan. Aujourd'hui, on est dans un monde rural, et dans un monde rural, vous savez, les oubliés. D'ailleurs, comme dit la chanson, les oubliés. Parce qu'on ne nous oublie pas quand il faut venir chercher la petite voix pour avoir ses 500 voix pour les élections présidentielles. Eh ben, je me présente sans étiquette, parce que dans ce petit monde rural, on a des gens de droite, des gens de gauche. Et pourquoi pas Gilets jaunes ? Parce qu'on fait une politique communale. On n'est pas sur une politique nationale. Donc il serait très malvenu aujourd'hui d'imposer une couleur ou une étiquette à des gens qui me rejoignent sur la liste. Pourtant, vous reprenez, on va dire, les propositions Parce faites que par je les Gilets rejoins, jaunes. je soutiens, c'est ce que je vous dis, je suis Gilet jaune de 2018, mais je soutiens toujours ce mouvement. Et c'était pas de l'opportunisme à ce moment-là. Je suis toujours convaincu qu'aujourd'hui, on doit demander l'avis aux gens qui payent de ce qu'on fait de leur argent. Voilà. Et donc, le référendum, par le biais d'une application, sera la première chose à mettre en place. Je comprends pas bien quand vous dites que vous êtes gilet jaune de 2018, parce qu'en 2018, il y a eu novembre-décembre. Donc vous avez été gilet jaune 2 mois, c'est ça? Alors, je vais vous répondre. Ouais. Donc, quand on a voulu structurer, on s'est fait insulter, on s'est fait menacer. Ingrid Levasseur, on est allé jusqu'à lui envoyer du courrier chez elle, où je vais t'égorger et je vais violer tes enfants. Vous imaginez un peu la violence pour une dame seule, une femme seule d'ailleurs, qui aurait pu très bien faire partie de votre groupe. Ensuite, les gens se sont réjouis d'avoir cramé, d'avoir vu brûler
le Fouquet's, se sont réjouis d'avoir vu le Porsche de Philippe Etchebest brûler. Et moi, la chasse à la réussite professionnelle, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Ma femme a fait 10 ans d'études, elle est médecin urgentiste. Aujourd'hui, j'aurais du mal à comprendre qu'elle pourrait gagner 1500 balles par mois parce que les gens sont jaloux de sa réussite professionnelle. Mélanie, En France, on a une gêne de ça. Alors, quand on gagnait trop d'argent, on n'est pas gilet jaune. Quand on cherche à représenter les autres, on n'est pas gilet jaune. Voilà pourquoi je me suis... Mélanie Ngoye-Gab, comment les choses ont-elles évolué maintenant ? Évidemment, on pense au municipal en mars prochain. Comment les gilets jaunes vont-ils se structurer, exister ou bien disparaître ? Alors, je déteste le mot structurer. On n'a pas à se structurer. On a juste à vivre. On est juste des citoyens. On a juste à crier notre colère dans la rue. Et on n'est pas dans l'obligation de se structurer. Je ne sais pas pourquoi il faut absolument se structurer. Comment ça va se passer ? Alors d'ici, on va dire les municipales, par exemple. Eh bien, on est des citoyens. Donc, chacun prendra ses responsabilités, ira voter ou pas. Chacun ira dans une liste s'il a envie ou pas. Mais en tout cas, ce qui nous fédère et ce qui nous fait aller dans la rue, c'est toujours là. Ces problèmes-là sont toujours là. Donc, pour moi, on n'a pas besoin de se fédérer, on n'a pas besoin de se structurer. Il y aura des listes gilets jaunes, donc au municipal ? Je pense qu'il y aura peut-être pas de liste gilets jaunes, mais en tout cas des gilets jaunes qui iront dans des listes. Ouais. Il y en a déjà. Fabien Roussel, vous souhaitiez réagir ? Mais parce que je pense que plutôt que de demander aux Gilets jaunes de se structurer ou d'essayer de savoir s'ils vont se structurer ou pas, c'est jamais moi les questions que je leur pose. Je leur dis plutôt, au moment des élections, utilisez le droit de vote, puisque c'est un moment qui est important, quelle que soit l'élection. Donc j'ai fait passer ce message-là au moment des élections européennes. Là, les élections municipales, c'est important. Les enjeux sont différents, puisque c'est juger la politique d'une ville. Voter pour qui, alors ? Donc utiliser le droit de vote, mais pour qui ? Pour lui. C'est d'abord pour lui qui vote, effectivement, pour sa ville, et là pour les élections municipales. Mais je dis ça parce qu'aux élections européennes, il y a eu 23 millions de nos concitoyens qui ne sont pas allés voter. Et quand on sait que ceux qui arrivent en tête, la liste Macron et la liste Le Pen, font chacun 5 millions de voix, chacun, et qu'il y en a 23 millions qui sont restés à la porte, je me dis les boules. Parce que le pouvoir, il est là, il est chez ceux qui ne s'expriment pas. 100% des banquiers, 100% de ceux des plus riches qui ont eu les cadeaux fiscaux, la suppression de l'ISF, ils sont tous allés voter. Alors là, pas de problème. 100% de chez eux sont allés voter. Mais c'est ceux qui souffrent le plus de ces politiques. Les élections européennes qui devaient être le grand soir électoral des Gilets jaunes, au final, aucun élu. Donc, on va dire... Mais parce qu'ils ont voulu y aller comme ça. Je pense que dans notre paysage politique, excusez-moi, dans notre paysage politique, il y a suffisamment de forces politiques différentes, variées, pour que chacun puisse aller vers la liste ou le parti dont il se sent le plus politiques proche. traditionnels. Le problème, c'est qu'on aurait voulu se structurer, parce que moi je parle de structure. On aurait voulu aller aux élections avec juste une liste jaune. On y était d'ailleurs. Au moment où on allait annoncer qu'on s'arrêtait là parce qu'on était face au mur de l'argent. Alors j'aurais bien voulu que Monsanto me finance, mais apparemment ils financent déjà un parti politique. Et on s'est retrouvé face au mur de l'argent qui était 800 000 € pour faire une campagne. Pour des gens qui n'ont déjà pas un radis dans la rue, comment vous voulez d'un seul coup qu'on se retrouve avec 800 000 €. Jacques Rabal, lorsque vous voyez, s'il vous plaît, donc, les gilets jaunes donc, qui ont des difficultés, Mélanie Ngoye, donc à se structurer autour de listes, est-ce que finalement c'est une victoire pour Emmanuel Macron qui souhaitait tout doucement l'extinction de ce mouvement ? Pour ma part, il n'y a pas de victoire quand on voit la situation de la France, quand on voit la situation du monde. Donc, par rapport à cette structuration ou non-structuration, je partage l'avis de mon collègue. Ça, c'est l'affaire du mouvement des Gilets jaunes et des citoyens. Pour autant, ce que je voudrais dire, je parle du mot citoyen. Aujourd'hui, quand on voit la montée de l'abstention, la montée du populisme et tout ça, moi, j'ai porté, au dernier mandat, j'ai porté la nécessité du vote obligatoire. Et je pense que là-dessus, on pourrait se retrouver pour que les citoyens puissent avoir ce sentiment d'appartenir à une communauté. Je pense que ça passe par là. Ça ne règle pas tous les problèmes. Mais c'est au moins un signe de la citoyenneté. Et au-delà du RIC qui, moi, m'interpelle, parce qu'il y aura autant de citoyens, de positions différentes que de réponses, c'est pas renforcer aussi un autre type de démocratie représentative qui est malmenée, qui, je suis d'accord avec vous, qui doit être revue, revivifiée, et le numérique doit nous y aider.
Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen à mettre en œuvre pour changer le monde que la démocratie. Sinon, ce sont les pouvoirs autoritaires. Et là-dessus, je souhaiterais qu'on puisse collectivement porter ce message très fort. On va laisser la parole à Rémi Lefebvre. La haine et la jalousie, la critique personnelle ne sont porteurs de rien. Alors Rémi Lefebvre, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, comment voyez-vous les choses? Quelle perspective, quelle évolution pour les municipales et le mouvement des Gilets jaunes? Les municipales, c'est à la fois un scrutin de proximité, donc les Gilets jaunes pourraient se positionner autour du scrutin. En même temps, le risque, c'est que pour les Gilets jaunes, un scrutin comme ça démultiplié, ça a du mal à porter une parole collective. Donc je ne suis pas sûr que les municipales vont jouer un rôle fondamental pour les Gilets jaunes. Moi, je pense que les Gilets jaunes, l'avenir des Gilets jaunes, c'est l'avenir aussi de la conflictualité sociale aujourd'hui, dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un regain de conflictualité? Est-ce qu'il va y avoir une convergence des luttes, qui n'est pas du tout facile, concrètement, parce qu'il y a effectivement des foyers de contestation, mais pour qu'ils coagulent, c'est compliqué. Et puis après, effectivement, il y a aussi, on va beaucoup parler, mon avis, au moment des municipales, de la démocratie participative. Alors moi, j'ai travaillé sur la démocratie participative depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et on parle beaucoup de la démocratie participative, mais on la met pas beaucoup en œuvre. C'est-à-dire que globalement, Emmanuel Macron a beaucoup parlé lors des débats d'une démocratie plus participative. Bon, il y a les 150 citoyens, la Convention citoyenne. Enfin, ça reste quand même encore modeste. Aujourd'hui, les Français ne veulent plus une démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, ça veut dire aussi vis-à-vis des partis politiques, je veux dire concrètement, aujourd'hui, il y a une aspiration que les Gilets jaunes ont porté à l'idée que la démocratie change dans ses méthodes et que finalement les gens ne veulent plus se contenter de voter aux élections et ensuite de donner un blanc-seing aux représentants entre les mandats. Donc ça peut être une démocratie directe, une démocratie plus participative, mais attention à ne pas instrumentaliser cette thématique parce que si on fait un écran de fumée autour de la démocratie participative, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, les gens sont vigilants pour qu'on n'ait pas une participation simulacre, mais une vraie démocratie participative. Alors enfin, l'émission avance. Le mouvement des Gilets jaunes a été marqué par ce lien social, retrouvé pour certains qui a eu besoin de s'exprimer. Alors on a l'image évidemment de cette solidarité qui s'est retrouvée autour de femmes, on l'a dit au début de l'émission, autour des ronds-points. Est-ce que cette solidarité, ce lien social, vous l'avez-vous senti durant tous ces mois et qu'est-ce que cela signifie pour cette nouvelle vision du monde que vous souhaitez? Moi, j'ai vu quand même, dès le début, une effervescence avec un véritable lien social qui s'est mis en place où on ne s'inquiétait pas de ce que l'autre faisait dans la vie ou des choses comme ça. À partir du moment où on avait un gilet jaune, on faisait partie d'un groupe, on faisait partie d'un collectif. Et ça, c'était vraiment... Le lien, il s'est installé tout de suite. D'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même le début de ce mouvement, tout le monde s'entendait bien. Et ensuite, arrivait justement cette disparité, parce qu'il y en a pensaient que c'était le Rassemblement national qui allait sauver tout le monde, l'autre pensait que c'était Mélenchon, l'autre pensait machin. Et en fait, du coup, on est revenu au basique. Du coup, la disparité qu'il y a eu dans ce mouvement est revenue par rapport aux partis politiques en place. Mélanie Goyegam, est-ce que cette convivialité, ce lien social, c'est aussi ce qui vous pousse à être gilet jaune aujourd'hui? Oui. Oui, aujourd'hui, si je suis toujours ce gilet jaune et on se faisait la réflexion avec ma camarade dans la voiture, c'est parce que ce groupe est là. Ce groupe, les réfractaires, nous porte et on a déplacé la lutte. Aujourd'hui, on est des frères de lutte et on a créé quelque chose, ça fait 1 an. Ce qu'on s'est pris comme coup, ce qu'on s'est pris comme insulte, nous a renforcés et a fait de nous vraiment des frères de lutte. Et cette solidarité, aujourd'hui, on lutte contre le sans-abrisme. On est aussi porteur d'une vidéo pour soutenir les femmes qui portent le voile. Et tout ça, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire avant. Grâce aux Gilets jaunes, on a construit quelque chose qui est beau. Jacques Rabal, est-ce que ces retrouvailles autour des ronds-points, on entend dans les reportages de France 3, donc des femmes et des hommes dire que c'était une nouvelle famille pour eux parce que les services publics parfois n'étaient plus là, donc dans leur campagne, près de chez eux. Est-ce que finalement, ça n'est pas la réponse, ces Gilets jaunes, à une absence et un recul des services publics dans certains territoires? Bien évidemment, moi je suis reconnaissant, même si j'aurais préféré que les choses puissent se passer d'une manière naturelle dans la discussion, reconnaissant au mouvement des Gilets jaunes, je vais le redire, de par quelques avancées sociales qui sont insuffisantes, mais surtout à travers le fait d'avoir recréé pour certains
pour les femmes, vous l'avez dit, une communauté, une attention, et aussi les retraités, qui ont eu le sentiment qu'ils comptaient pour la société. Et ils ont contribué à faire avancer les choses. Hein, et donc là-dessus, moi, je pense que c'est un signe qui est plein d'espoir. Mais il faut dépasser cette réflexion, pardonnez-moi madame, de dire des frères des giratoires, des ronds-points. Moi, je souhaiterais qu'on puisse élargir cette fraternité. C'est pas seulement une question d'individu, c'est une question de collectif. Et la politique, c'est ça, c'est s'adresser au collectif au-delà de ce qui peut être en perspective pour les individus. Donc, moi, je souhaite qu'on puisse aller plus loin, faire sens, tout sens. Fabien Roussel, est-ce que ça n'est pas paradoxalement une bonne nouvelle pour la démocratie, ou alors, lorsqu'on regarde par l'autre prisme, c'est aussi une réponse à la défaillance parfois des services publics qui, dans certains endroits, disparaissent? La bonne nouvelle, de quoi vous Donc le lien social retrouvé, cette chaleur humaine retrouvée oui, tout autour à des fait. ronds-points, D'abord, pour c'est parce certains. que c'est d'abord l'expression d'une profonde solitude, d'isolement de la part de tous ceux qui se sont retrouvés sur les ronds-points. Donc un échec politique. Ils se sentaient L'échec des partis politiques aussi. chacun en colère et qui ne se retrouvaient pas et qui étaient seuls à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux. Moi, quand les premières fois que j'y suis allé, à leur rencontre, on a eu des discussions vives, parce qu'ils m'ont dit « mais vous, les partis, vous servez à rien, laissez-nous, on va faire ». Et donc je discute, je dis « mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» et ils me disaient « mais regardez, les cheminots, ils ont manifesté, il ne s'est rien passé, et donc nous, vous allez voir, on va le faire ». Ce qui est grave, parce que c'est là où je reviens sur la responsabilité du gouvernement qui ne veut pas écouter ni l'opposition politique quand elle s'exprime, ni les syndicats quand ils manifestent et qu'ils manifestent en nombre et parfois même tous unis. Du coup, forcément, il y a des citoyens qui disent « mais alors qu'est-ce qu'il faut ? Nous, on va s'en occuper », sous-entendu, les autres, ils n'y arrivent pas, et jusqu'à dire « et si pour se faire entendre, il faut casser, on va casser ». Mais je l'ai entendu, ça aussi. Mais je ne peux pas accepter ça, mais je le comprends parce qu'il y a une forme de désespoir qui s'exprime de ne pas être entendu. On va laisser... Mais l'espoir que j'ai retrouvé dans la ferveur et la fraternité des ronds-points, c'était beau, c'était chaleureux, mais c'est la même chose que l'on retrouve dans des syndicats ou dans des partis politiques militants comme le mien, où on se retrouve, où on est des frères de lutte et de combat. Fabien et Roussel. ça nous unit. On va laisser le mot de la fin. Donc, on va laisser le mot de la fin à Rémi Lefebvre. L'émission s'achève. Donc, on va, s'il vous plaît, on va laisser le mot de la fin. Qui a créé une application qui s'appelle Votre Voix, qui sera disponible à partir de décembre. On va laisser le mot de la fin à Rémi Lefebvre. Est-ce que mai 68, Gilets jaunes, est-ce le même combat, ou est-ce que c'est cette convivialité retrouvée? Oh là là, non, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça a été un support de politisation et de lien social. Ça, c'est absolument évident. C'est-à-dire que beaucoup des gens des Gilets jaunes n'avaient jamais eu d'engagement politique. C'était des primo-engagés, pas tous. Hein, et ça a recréé en fait un goût de politique, une appétence pour la politique. Sur ça, je pense que c'est la dimension incontestablement très positive des Gilets jaunes. Merci. C'est la fin de ce débat consacré aux Gilets jaunes, à quelques jours de la date anniversaire du début du mouvement. Merci à vous 5 d'y avoir participé. Sachez enfin que les 5 autres documentaires de la collection Femmes en jaune consacrés à ces témoignages de femmes Gilets jaunes à travers la France seront diffusés chaque soir de la semaine prochaine, dès lundi 11 novembre, en deuxième partie, sur France 3, bien sûr. Très belle soirée à vous.